Donc, rebonjour tout le monde, bienvenue officiellement à notre quatrième cours d'INF 5111. Donc, aujourd'hui, on va aller voir comment, à partir des connaissances qu'on a vues à notre dernier cours sur le stockage de données, le principe d'avoir des tables, d'avoir des informations qui sont permanentes et uniques, comment est-ce qu'on fait pour rapatrier plusieurs parties d'informations ensemble pour être capable d'avoir des informations plus dynamiques, pour être capable d'aller chercher des informations plus intéressantes. On avait commencé au dernier cours à aller regarder le principe de fonction d'agrégation, donc qui me permettait de prendre toutes les informations d'une colonne puis de cruncher ça comme étant genre une statistique, une moyenne, un maximum, une somme, un décompte. Mais on va aller voir comment on peut commencer à utiliser ça avec des informations un petit peu plus intéressantes avec le principe du group by. Donc, si on retourne, donc on revient dans notre section de PGAdmin. Hier, à l'atelier, vous avez pu vous créer des comptes de manière individuelle. C'est la base de données DVD Rental que nous, on utilise dans le cours. Puis, à l'intérieur, on avait été voir les différentes tables. Donc, ici, qu'est-ce qui est... il me semble que je peux... non, pas directement. OK. Donc, on va refaire qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Fait qu'on avait été, si je me souviens bien, on a fait un select étoile from... Et on va aller dans les paiements. OK. Donc, on avait le principe de select. Hein, on pouvait mettre les différentes colonnes. On avait vu différentes fonctionnalités pour filtrer les différents résultats, de quelle table on voulait chercher. Donc là, ici, on a différents décomptes. Puis là, si on voulait, quand on avait juste amount, on avait vu qu'il était possible d'utiliser des fonctions d'agrégation. Des choses comme la moyenne ou la somme, okay, pour être capable d'avoir des valeurs statistiques pertinentes. La problématique, c'est que, ou une restriction qu'on avait vue, c'est le principe que si je commençais à rajouter des éléments qui ne faisaient pas partie de fonctions d'agrégation, on avait une gentille erreur qui me disait « Hey, tu ne peux pas utiliser juste ça directement, il faut que ce soit dans une fonction d'agrégation ou il faut que ce soit dans un group by ». Fait que là, le principe du group by, pour être capable de le comprendre, c'est, on va aller voir, on va se faire des gentils dessins, puis on va parler de regroupement. Donc, on se fait des dessins. On est ici. OK, on voit bien ça. Parfait. Fait que, en ce moment, on a notre gentille table, OK, de paiement. Puis, à l'intérieur de cette table de paiement-là, on a une colonne amount. Puis, on a d'autres colonnes aussi. Moi, particulièrement, celle qui va m'intéresser, ça va être les Sales ID. Donc, le principe ici, c'est cette information-là. Ça va être c'est qui a fait cette transaction-là. Hein, comme ça, je peux essayer de voir c'est qui mon meilleur employé ou la personne qui travaille le plus ou le moins. Hein. Fait que là, ici, j'ai un paquet de différentes valeurs. Puis après ça, ben, je vais avoir des amendes pour chacun de ceux-là. C'est pas très intéressant, le numéro de demande spécifique. Puis, moi, la question que je veux me poser, oui, OK, je sais que je peux prendre cette colonne-là au complet, là, puis être capable de trouver la moyenne, OK, de la colonne. Mais là, mettons que je veux savoir, OK, c'est quoi
la moyenne pour mon employé numéro 1. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà géré. Donc ici, on a le principe qu'on peut avoir un filtrage. Attends, je vais remettre ici. Donc, on peut avoir un filtrage qui va me dire, mettons ici, si je mets count, fait que le count me permet de lire le nombre de lignes. Fait que juste pour voir ici, là, j'ai une moyenne, j'ai 14 500 lignes pour un average puis une somme de 61 000. Si je veux savoir juste c'est qui, c'est Staff ID. Mon employé numéro 1, il en a fait combien? Je peux voir que l'employé numéro 1, il en a fait 7292. Puis il y a cette somme, cette moyenne-là de paiement. Puis c'est correct si je veux commencer à faire ça manuellement, puis checker chacun de mes employés, mais j'aimerais bien plus ça avoir un seul résultat qui va avoir, fais-les pour tous mes employés, puis de moi, une affaire avec les employés dedans. Fait que là, le principe, c'est que moi, ce que je veux faire, c'est je vais être capable de transformer cette table-là en plusieurs sous-regroupements de tables. Donc, je veux avoir les paiements pour mon Sales ID 1. Bon, c'est Staff ID, là, mais... Et que ce soit juste les 1 qui soient dedans. Puis que ça en crée un autre pour le Staff ID 2. Et ainsi de suite. Comme ça, quand je fais ma fonction d'agrégation, la moyenne, la somme, le décompte, ça va me le faire pour chacun des regroupements que j'ai. Un petit peu de place, parce que là, ce que je veux faire, c'est dire, OK, je veux retransformer ça, mais je veux faire mes agrégations par regroupement. Fait que je veux que ça me donne une table qui va avoir, mettons, un average, qui va avoir un count, mais qui va le faire pour le Staff ID. Fait que là, je vais avoir 1, 2, 3, puis là, je vais avoir un montant d'average, un montant de count pour chacun des regroupements que j'avais. Fait qu'on voit que c'est une problématique intéressante, que c'est quelque chose qui est intéressant d'aller savoir. Fait que, à la place d'utiliser des boîtes puis des flèches, on va utiliser du SQL pour être capable de mettre ça en pratique. Fait que pour être capable de faire des regroupements, ça va être le group by qui va venir me permettre de faire ces regroupements-là. Donc, le group by me permet de rajouter et de dire fais des regroupements. Puis si tu utilises des fonctions d'agrégation, ces fonctions d'agrégation-là vont être sur les regroupements individuels. Fait que, à la place du where, je vais avoir un group by. Puis là, je vais dire regroupe-les par Staff ID. Puis là, si j'exécute ça, je peux voir premièrement que j'ai plusieurs réponses. Mais là, je ne sais pas à qui va la réponse. C'est un peu dommage, c'est un peu plate. Fait que ce que je peux faire, c'est rajouter dans ma liste de colonnes le Staff ID. Puis là, soudainement, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi est-ce que j'ai le droit? Parce que le Staff ID est dans un group by. OK?
c'est la seule manière qu'on peut l'avoir. Parce que sinon, quand on regardait l'erreur, là, ça disait qu'il faut que ce soit dans un group by, soit une fonction d'agrégation. Si c'est pas dans une de ces deux catégories-là, c'est pas disponible. Fait que les regroupements me permettent de retrouver ces informations-là, puis faire pas mal qu'est-ce que je veux avec, aller sortir les informations que je veux. Là, je peux, après ça, y aller, mettons, par... on peut mettre descending. OK, donc on peut rajouter les différentes commandes comme on a besoin. Ici, un point important à mentionner quand on commence à avoir un paquet de choses. Il faut aller voir parfois dans la documentation pour aller voir l'ordre des choses. Hein? Donc, on avait vu qu'on peut lire la documentation. On a un select, on a les listes des colonnes, on a le from. Après ça, on a le where. Après ça, on a le group by. Après ça, on a le order by. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut garder dans le bon ordre. Sinon, ça ne fonctionnera pas comme commande. Fait qu'on est capable de faire des regroupements avec le group by. C'était notre premier petit sujet de la journée. Deuxième sujet de la journée, ça va être le principe de jointure. OK? Ou en anglais, des joins. Oh, j'ai une question de Fawaba. Oui, bonjour monsieur. Et Il est bonjour. possible d'ajouter le lien de la documentation dans le cours? Oui, donc si tu t'en vas dans les notes de cours, quand on était voir le select, il y avait un lien pour la référence qui nous apporte à cette même page. Est-ce que c'est ça que tu recherchais? Ok, merci. Excellent. Et je veux dire, Google il est assez smart que si tu marques Postgres, qui est la base de données que nous on utilise, et Select, le premier lien devrait, avec tout ce que tu es sûrement en train de rechercher en ce moment, te pointer vers le bon endroit. Donc, on va aller jaser de jointure. Donc, jusqu'à présent, on travaillait sur des tables individuelles. Hein? On a vu comment faire un select, comment être capable d'aller chercher l'information dans une table. On a jasé que dans les tables, on avait des informations, des colonnes qui étaient identifiantes, okay, qu'on appelle des clés dans le verniculaire de base de données, puis qu'il y a une colonne habituellement ou une combinaison de colonnes, des colonnes composites qui représente la clé primaire qui permet d'identifier chacune des lignes de manière individuelle. On avait ensuite jasé que quand on voulait faire référence à ces clés-là, donc ici, si on reprend l'étoile de mes paiements, on peut avoir, donc on a un payment ID, ça va bien, c'est la clé primaire, mais on a d'autres colonnes qui font référence à d'autres clés qui sont identifiantes, mais pas dans cette colonne-là. Ça veut dire qu'ils peuvent être répétés sans problème. Puis, ces clés-là, c'est des clés étrangères. OK? Fait que si je m'en vais voir le staff, je peux voir que j'ai mes deux staff ID, puis là, je peux voir plus d'informations sur ce monde-là. Mais souvent, ce qu'on va vouloir, c'est comme là, on faisait des exemples avec plein d'informations possiblement intéressantes. Ici. Comme ça. Plein d'informations intéressantes. Ou, ben là, je trouve c'est qui est le plus grand vendeur ou celui qui a fait le plus de chiffres. Mais là, j'ai juste un numéro. J'aimerais ça être capable d'avoir le nom de la personne ici. Là. OK? Donc, de faire de la jointure entre deux paquets d'informations, puis être capable d'avoir les résultats de ça. Là, ici, c'est que la problématique, ou en tout cas la complexité, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de manières de voir les choses sur
comment est-ce qu'on peut faire des jointures. Donc ici, si on prend un petit exemple, attends, je vais en dessiner un. Donnez-moi juste un petit instant. Anti-épède. Et on va aller dessiner deux petites tables. Fait que j'ai, mettons, des employés. Et j'ai des départements. OK. Puis là, ici, je vais avoir des ID d'employés, je vais avoir des ID de département, puis je vais avoir des noms d'employés, puis des noms de département. Fait que j'ai l'employé 1, 2, 3. OK, fait que ici, j'ai deux gentilles tables. Puis les employés, ils pourraient être, admettons, avoir un. Puis attends, on va s'en faire un autre même. Bien voir toutes les options possibles. Donc, petit rappel, on a la possibilité dans des bases de données d'avoir des cases qui ont un manque d'information, une information vide, qui est représentée habituellement par une valeur nulle. Fait que là, le principe, quand je fais la jointure, c'est que je vais avoir différentes manières de faire la jointure. Je vais avoir différentes manières de faire la jointure pour représenter différentes informations. Fait que, habituellement, il va y avoir une table de base, puis après ça, il va y avoir une table à laquelle j'essaye de venir assigner l'information que j'ai besoin. OK? Donc, on a des petits graphiques qui vont me présenter c'est quoi les différentes manières de travailler avec ces différentes possibilités-là. Fait que le principe, c'est que chacune de ces possibilités-là a comme son propre nom pour être capable de bien représenter la situation en cours. Fait que on va commencer avec. Fait qu'on va toutes les voir, là, puis on va voir le code qui nous permet de travailler avec ça. Donc, on va commencer avec celui-là qui est le plus standard, puis celui-là qu'on va utiliser 90% du temps, qui va être le inner join. Okay? Fait que si on peut considérer comme étant les deux cercles, comme étant les deux tables, puis la partie en bleu, ça va être les résultats qui vont être gardés, qui vont être affichés. Fait que si on regarde dans le inner join, le principe, c'est qu'on va garder seulement les résultats qui ont qui sont disponibles dans les deux tables. Hein? Fait qu'on va juste garder la partie en bleu, l'intersection des deux tables. Fait que si on prend cette dynamique-là, puis on regarde mon élément ici, si je fais un inner join entre ces deux tables-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir le principe du join, c'est que ça va comme dédoubler les colonnes. Fait que ça va venir reprendre oups. Tac.
3, 2, 2. Fait que le principe, c'est que ça va venir coller toutes les colonnes. Puis ça va venir coller toutes ces colonnes. OK? Mais ça va seulement garder les informations qui ont un lien direct entre les deux. Puis si j'en ai un qui n'est pas dans l'élément, ben il sera juste pas dans mon résultat final. Fait que je peux voir comment est-ce que j'écris ça. J'ai ici le inner join avec une deuxième table. Fait que j'ai un from d'une première table, j'ai un inner join d'une deuxième table. Puis là, il faut que je dise, hey, c'est sur quelle colonne qu'il faut que tu essayes de faire tes agencements. Fait que ici, si on a notre select étoile from payment. Puis là, je vais pouvoir faire un inner join sur staff. Puis je veux le faire. Puis là, le principe, c'est qu'il faut que je spécifie c'est quoi la clé sur laquelle je vais essayer de faire des jointures. Parce que lui, même si les deux colonnes ont le même nom, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il va reconnaître. Fait que là, il faut que je dise que dans Payment, c'est Staff ID, puis dans Staff, c'est aussi Staff ID. Fait que là, j'ai comme deux colonnes qui ont le même nom. Là. Fait que là, habituellement, il n'aimera pas ça. Fait qu'il va falloir les distinguer. Fait que quand on fait des noms de colonnes, en fait, le nom de colonne, il y a toujours un préfixe qui est comme géré automatiquement, qui est le nom de la table. Fait que quand j'écris amount, puis que je veux juste le amount, pour de vrai, lui, derrière, ce qu'il fait, c'est qu'il fait payment.amount. OK? Donc, il le fait par défaut si je ne mets pas le nom. OK? Mais quand j'ai des éléments ambigus, là, ça fait en sorte que je vais être obligé de les mettre parce que sinon, il ne saura pas quel prendre. Fait que je vais faire select étoile pour tout voir. Je fais mon inner join. Je le fais sur staff. Je dis le mot-clé on. Puis là, je peux dire payment.staffid est égal à staff.staffid. Fait que là, ce que je peux voir, c'est les premières colonnes de mon paiement sont là. Mais là, si je scroll, je peux voir que toutes les colonnes de mon staff ont été copiées plusieurs fois à l'intérieur. Donc, j'ai maintenant le meilleur des deux mondes. J'ai une source de vérité dans chacune des tables, mais dans le besoin, je suis capable de faire les jointures pour aller chercher les informations. Une question de Stéphane. Oui. Tu m'entends? Oui. Parfait. Au point de vue du join, est-ce que le inner est nécessaire? Ça, c'est la première question. Utiliser le mot? Oui. Non. Donc, on le spécifie seulement quand c'est autre chose qu'un inner? Oui, en fait, si on regarde la documentation, blablabla, bla, moi je veux ici la liste des joins. Fait que si on regarde, parce que là ici, on s'en va voir la documentation là, pour bien répondre à ta question là. Quoi de mieux que de regarder la documentation officielle? Fait que le principe, premièrement, pour bien lire ça, on a le select, on dit qu'on a un from, puis le from item, ça va être ça au complet là. OK?
Fait que là, je me dis, c'est quoi le from item? Ça va être ça ici. Puis là, le principe du from item, c'est que je peux avoir un nom de table avec un join tab vers un autre tab quelconque. OK? Fait que là, je me demande, OK, c'est quoi le join type? Fait que là, je m'en vais voir dans le restant de la documentation. Fait que là, quand j'ai le join type, le principe, c'est que je peux écrire inner join, left outer join, right outer join, full outer join. Mais je peux voir que les inner ou les outer sont entre crochets carrés, ce qui signifie que ce texte-là est facultatif. Donc, le principe, c'est que quand j'écris join, ça fait par défaut un inner join. Donc là, je voulais l'écrire parce qu'on l'apprend, là, mais effectivement, quand tu fais juste en faire, tu vas habituellement juste marquer join. OK. Puis, deuxième question. Au point de vue de ton... quand tu fais join staff, est-ce qu'il y a une nomenclature ou un standard d'écriture en voulant dire que quand tu fais ton on, tu calls la table d'origine? Ou tu peux tout de suite dire staff on staff.id égale paiement.id ou vice-versa? C'est-tu une convention ou c'est une manière de faire? Il n'y a pas de convention pour le inner join. OK? Puis il n'y a pas de fonctionnement différent derrière. Quand on va travailler avec les autres, là, l'ordre dans lequel tu le fais va avoir de l'importance sur la fonctionnalité elle-même. Fait que là, il va falloir faire plus attention. Mais là, le principe, c'est que c'est l'intersection des deux, fait que c'est pas la chose la plus dramatique. Par contre, quand on parle de convention, on a un élément conventionné. Donc, on avait vu le principe que quand j'ai mes différentes colonnes, j'ai la possibilité de renommer la colonne pour que ça soit plus facile et convivial. Ben, le principe, c'est que quand j'ai mon from item, OK, je peux dire le table name, puis je peux aussi spécifier un alias. Puis le but de l'alias, ça va être pour s'éviter d'écrire un paquet de stuff redondant. Fait que souvent, on va utiliser les alias. Habituellement, la première lettre de la table. Hein? Donc, habituellement, je pourrais écrire le as, là, mais on avait vu que, encore une fois, le as était facultatif. Fait que je peux ici y aller avec la lettre, puis là, à la place de devoir écrire le nom de la table au complet à chaque fois, je peux tout simplement aller chercher le titre abrégé que j'y ai donné. Donc, ici en passant, point intéressant, là, le P en ce moment, il est en surligné, là, comme si c'était un mot-clé. Là. Le principe, c'est que l'outil qui permet de faire la colorisation du texte, il n'est pas assez intelligent. Fait que des fois, il peut comme se tromper, là, parce que, mettons que je marque PA, tu vois que ça change de couleur, mais ça ne change pas la fonctionnalité. Là. Donc, il faut faire attention à ce genre de petites choses-là. Il fait juste regarder le nom du mot, pas son emplacement, fait qu'il peut être confus des fois. Il ne faut pas se fier à la colorisation pour une garantie sur notre exécution. Une autre question de Stéphane. Pour le premier travail pratique, est-ce qu'on va avoir besoin de PG Admin? Pas directement. On va voir que, ultimement, on va aller chercher des informations dans notre monde informatique. Fait que PGAdmin va être utile pour comme traiter puis comme voir c'est quoi les données. Là. Mais comme si tu es capable de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, c'est la même base de données qu'on utilise pour le travail pratique. OK, donc le schéma qu'on a dans les notes de cours va être en masse. C'est le même, c'est ça. OK, parfait. Fait que, on continue. On regarde les différents types de jointures. Donc, deuxième type de jointure. Puis là, le principe, premièrement, c'est que il y en a qui se fait vers le left join, puis il y en a qui se fait vers le right join, mais c'est les mêmes. OK? Fait que je vais juste montrer left des différents types. Je ne vais pas montrer le right, parce que le principe, c'est que c'est le même. En fait, à l'intérieur, là, si tu vas voir le code des bases de données, quand tu fais un left puis un right, ce que ça fait, c'est que ça fait juste switcher les mots de barre puis ça le fait juste d'un bord.
Fait que c'est vraiment la même chose. Fait que on va regarder le principe du left join. Donc, le principe du left join, si on se refait notre affaire, donc si je refais le petit dessin, le left join, c'est le principe que j'ai au complet les éléments de gauche. Puis, si je peux, j'ai les correspondances avec les éléments de droite. Fait que dans mon cas ici, si je prends le left join, ça va me dire que j'ai le 1, 2, 3, 4, Bob, Alice, Corinne, Alex, avec leur département 3, 2, 2, nul. Puis là, ça va venir copier ce que je peux. OK, fait que ça va venir copier le 3, 2, 2, dev, je suis pas capable d'écrire, mais vous comprenez. Le J. Puis là, qu'est-ce qui va arriver avec le dernier, qui n'a pas de correspondance? Quand on a des résultats là, en base de données relationnelles, il faut que ce soit des résultats rectangulaires. Okay? Fait qu'il faut tout le temps que ça ait le même nombre de lignes puis le nombre de colonnes pour toutes. Là, tu peux pas avoir des trous. À la place d'avoir des trous, on peut avoir des emplacements vides. OK? Fait qu'on a le left join qui me permet d'aller chercher les informations qui garantissent d'avoir, mettons, toutes les lignes de la première table, puis de faire des correspondances dans la deuxième, comme on peut. On a une variante de ça, qui est le left outer join. Donc, le left outer join, le principe, si on regarde, c'est qu'on va avoir les mêmes résultats que notre left join, mais on va enlever les résultats intérieurs, les résultats de l'intersection. Si je regarde quels sont les résultats de mon intersection ici, ben c'est tous ceux qui avaient des correspondances. Fait que tout ça, ça serait effacé. Puis le seul qui me resterait, c'est celui du résultat où c'est que les nouvelles informations sont nulles. Puis en fait, si on regarde, c'est même pas une vraie commande, le left outer join. Si on regarde, on a le left join, qui a le mot left join. Mais le left outer join, c'est un left join où c'est qu'on rajoute un filtre. Où c'est qu'on dit, ben trouve-moi tous ceux où c'est que les nouvelles colonnes étaient nulles. Parce que j'ai pas réussi à faire de correspondance. Fait qu'on a ça avec le left join. C'est le même principe, c'est juste que là, l'ordre va être important. Le dernier qu'on va avoir, ça va être le full join. Donc, le full join, son principe, c'est que ça va être tous les résultats des deux barres avec des trous entre les deux, s'il y en a. Fait que ici, je vais remonter ça pour avoir un petit peu plus de place. Hop, 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 hop. Le principe de ce résultat-là, c'est que, oui, OK, j'ai les 4 employés. J'ai une partie de mes différents départements. Mais il y en a un qui n'était pas dans la liste. Fait que il est comme, ben, pas de problème, je le rajoute pareil. Fait que je vais avoir le département 1, qui est le département de vente. Puis, ben,
du côté des employés, j'en ai pas. Fait que... Nul. C'est ça, mon résultat de mon full join. J'ai tout. Puis la dernière variation de ça, c'est le full outer join. Donc, pour être capable de faire ça, c'est le même principe, c'est juste qu'on coupe qu'est-ce qu'il y a eu une intersection. Encore une fois, c'est juste un ajout avec un filtre, avec un where. Donc, s'il y a un des deux bords qui a une clé de correspondance, ben, il faut que ça soit enlevé. Donc, ici, lesquels qui vont être enlevés, ben en fait, tous ceux-là vont être enlevés. Puis, il va me rester à la fin, pour le full outer join, juste ceux qu'un des deux bords est nul. Fait que le inner join, c'est assez facile de voir pourquoi est-ce que je voudrais être capable de l'utiliser, là. Mais pour les autres, c'est des cas plus particuliers. Il faut faire un peu attention. Donc, on va regarder le principe de quand je recherche quelqu'un qui n'a pas d'association. C'est habituellement là que je vais utiliser les left outer join, mettons. Fait que si, admettons, je recherche quel département a aucun d'employés d'assigner, là. Okay? Ce qui serait une catastrophe, là. Ça irait très mal dans ma compagnie, mais on peut voir ce principe-là. Okay? Fait que je peux dire, ben, je vais faire là, dans ce cas-ci, là, un right outer join pour voir le département qui n'a aucune correspondance. Hein, ça me permet de savoir celui-là qui n'a pas de lien. Un exemple, mettons plus par rapport à ce que nous, on a regardé dans les derniers éléments. Donc, j'ai une table de paiement, j'ai une table de staff. Ben, j'aimerais ça voir si un des staffs qui a fait aucune vente. Hein, ça sonnerait des cloches, là. OK? Donc, je pourrais utiliser un outer join pour voir est-ce qu'il n'y a pas de lien avec la table paiement. Donne-moi la liste des employés qui n'ont pas de lien avec la table paiement. Fait qu'on peut faire ces genres d'opérations-là. Ici, on a les différentes versions avec différentes opportunités. Alright. On va prendre une première petite pause. Puis, en revenant de la pause, on va aller regarder, on va retourner dans notre partie de programmation. Puis, on va aller voir des structures de données qui vont nous aider pour être capable de prendre les concepts qu'on a vus dans les bases de données, puis d'être capable de venir les importer en structure de données dans nos environnements de programmation en Python, puis de voir qu'on peut comme mélanger ces deux mondes-là ensemble pour avoir une plus grande capacité de manipulation à l'intérieur de nos environnements de programmation. Fait que on revient à mettons Event 5 pour reprendre où on était rendu. À tout de suite, tout le monde. Donc, re-bienvenue tout le monde. On s'était laissé avec le principe de jointure de table. Puis ça va mettre de côté notre partie de base de données de cette semaine. On va se repivoter vers notre track de programmation. Hein? Donc, on avait regardé la semaine passée 2 cours. Il y a notre principe de programmation. Donc, on avait commencé à écrire des programmes à l'intérieur de Google Colab où on pouvait avoir des variables, on pouvait avoir des instructions, on pouvait avoir des modules, des librairies qui étaient capables de construire des algorithmes de résolution de problèmes.
Fait que là, on va venir chercher les concepts qu'on a vus dans les bases de données, puis on va venir voir comment est-ce qu'on peut les représenter, les faire fonctionner à l'intérieur d'un environnement de programmation, ce qui va nous permettre la semaine prochaine, au prochain cours, de regarder comment pouvoir importer des informations d'une base de données dans un environnement de programmation pour être capable de faire des manipulations intéressantes. Fait que pour être capable de travailler avec ça, il va falloir regarder quelques structures de données additionnelles dans notre environnement de programmation pour être capable de travailler avec les librairies de sciences de données qu'on va utiliser dans le restant du cours. Fait que la première nouvelle structure de données, donc une structure de données, on avait déjà vu les listes précédemment, hein, qui était un amalgame numéroté de différentes informations. Donc, on a... on va aller voir ici. Donc, on avait le principe de liste en Python qui me permettait un peu d'avoir comme une espèce de numérotation, commencer à 0, puis là, à l'intérieur... OK, j'avais les différentes informations. Puis là, je pouvais commencer à modifier des choses, déliter des cases, des choses comme ça. Fait que on avait une première structure de données où on avait une indexation numérique pour être capable de trouver les informations. La deuxième structure de données qu'on va utiliser, ça va être encore le but, ça va être d'être une collection de données, hein, d'être un amalgame de données. Mais à la place d'utiliser une indexation numérique, on va utiliser des termes, des champs, okay, qui vont spécifier comment je vais aller chercher la donnée qui vient avec. Okay? Fait qu'admettons que je veux avoir une structure qui représente ma bio. Okay? Ben, je pourrais avoir un champ qui est le nom. Je pourrais avoir un domaine. J'écris mal. Donc, le principe, c'est à place d'être une liste où que chacune des divisions est juste indexée avec une numérotation, je vais avoir une espèce de sac où je vais avoir un élément qui va identifier l'information avec un terme, puis une valeur qui va venir avec. Donc, ce principe-là d'avoir une paire d'informations comme collées ensemble, c'est ce qu'on appelle le principe de clé-valeur. Hein? Donc, le mot clé, maintenant, là, on est maintenant des pros, là, hein? On sait ce que ça veut dire. Là. Le but d'une clé, c'est d'être une information identifiante, hein, pour être capable d'aller retrouver quelque chose d'unique. Fait que quand je travaille avec ce qu'on va voir comme étant des dictionnaires, je vais avoir des clés-valeurs, donc des paires de clés-valeurs. On appelle ça en anglais des key-value pairs. Puis un amalgame de clés-valeurs va être capable de représenter mon dictionnaire en Python. Le principe, c'est que les clés doivent être uniques. Je n'ai pas le droit d'utiliser 2 fois la même clé. Mais les valeurs, eux autres, ça pourrait être 2 fois la même valeur sur des clés différentes. Fait que là, encore une fois, c'est bien le fun d'avoir un gentil dessin, mais regardons comment est-ce que je peux faire ça avec du code. Donc, pour représenter les dictionnaires, on va utiliser les accolades. Okay? Donc, les accolades, Donc, les accolades vont me permettre de définir que, hey, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là? C'est un dictionnaire. Fait qu'à l'intérieur, on va pouvoir
spécifier un dictionnaire de manière manuelle, de la même manière qu'on avait pu spécifier des listes avec des valeurs arbitraires. Donc, le principe, c'est que pour chaque élément du dictionnaire, il faut que ça soit une paire de clés-valeurs. Fait que, comment je fais pour spécifier la clé-valeur? Ben, je vais mettre la clé, un 2 points, suivi de la valeur. Fait qu'ici, si je regarde, je me crée une variable que j'ai appelée téléphone. Je lui assigne quelque chose. Ça, c'est cette partie-là, on reconnaît ça. Donc, c'est l'assignation d'une nouvelle variable. Rien de nouveau là-dedans, on est des experts. On a la déclaration d'un dictionnaire entre accolades. Puis, on a une clé-valeur qui est représentée avec une clé, un 2 points, une valeur. Si j'en ai plusieurs, ben là, je peux utiliser les virgules, mon délimiteur préféré d'information, pour être capable d'avoir plusieurs éléments à l'intérieur. Fait que si j'exécute ça, ça fonctionne. Et si je veux faire l'afficher, en passant, on avait vu que si je fais la dernière action, ça va faire l'affichage. On avait vu qu'on avait le print aussi qui va faire l'affichage obligatoire, même si ce n'est pas la dernière action. En passant aussi sur Google Colab, il y en a un autre qui s'appelle Display. Okay? On va voir plus tard que pour des structures de données plus fancy, là, il y a des affichages comme augmentés avec Display. Fait que vous allez voir qu'on va comme switcher à Display avec le temps. Mais on peut voir que à l'intérieur, on a sauvegardé les mêmes informations que qu'est-ce que j'ai établi. Fait que là, comment je fais pour aller chercher les informations à l'intérieur? Ben, je peux y accéder de la même manière que j'accède mes autres structures de données. Donc, les autres structures de données, pour y accéder, on utilise toujours les crochets carrés. Donc, c'est le même principe avec les dictionnaires. Si je veux aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, je vais dire téléphone, crochet carré. Puis là, je vais pouvoir aller spécifier qu'est-ce que je vais aller chercher spécifiquement. Je vais pouvoir spécifier spécifiquement. Oui, très bien. On a donc les crochets carrés, mais là, je ne mettrai pas un indice, parce qu'il n'y a pas d'ordre autre que les clés à l'intérieur. Fait que, en utilisant les crochets carrés, je vais pouvoir mettre une clé. Puis la clé va être capable d'aller me chercher la valeur correspondante. Donc, avec ça, je suis capable d'aller rechercher les informations à l'intérieur de mon dictionnaire. Je peux utiliser des mots-clés spéciaux avec le in qui va me permettre de faire une recherche de la clé dans mon dictionnaire. Donc, je peux demander dans téléphone, est-ce qu'il y a Bob? Mais le principe, c'est que quand je dis est-ce qu'il y a Bob, c'est est-ce qu'il y a la clé Bob? S'il y aurait la valeur Bob, ça ne fonctionnerait pas. Là. Donc, je cherche les clés, est-ce que Bob existe? Mais, puis là, ça dit true, c'est vrai. Mais est-ce que Hugo il existe dans le téléphone? Hugo n'existe pas dans le téléphone. Donc, on est capable d'avoir des informations. Est-ce que la clé existe? On est capable de prendre d'autres actions par la suite. On a toujours notre fonction length qui me permet de modifier, qui me permet de voir la taille du nombre d'éléments. Faire attention, ici, le nombre d'éléments, c'est le nombre de clés-valeurs. Une clé-valeur, ça compte pour un élément. Donc, ici, dans mon bottin téléphonique, j'ai 3 clés-valeurs. Donc, la taille est de 3. On est capable de modifier ce dictionnaire. Le dictionnaire est dynamique. Donc, je peux déliter de la même manière que je délitais les cases dans mes listes. Puis, pour en rajouter une, là, je n'ai pas une méthode spéciale. Ce que je peux faire, c'est juste venir capable d'écrire le téléphone correctement. Ici, en fait, je change ça immédiatement.
Comme ça va être fait. Capable d'écrire téléphone correctement. Comme ça. Et voilà. OK. Donc, on a l'ajout dans un dictionnaire. Fait qu'une fois que j'ai fait ça, je peux regarder mon téléphone. Allez, t'es capable? T'es capable? Des fois, il se perd un peu, on va le repartir. Non, t'as de la misère, là? On va loader la page. OK. On roule ça, on roule ça, on roule ça. On a le téléphone. Puis maintenant, dans le téléphone, on a la nouvelle information. Donc, les dictionnaires sont complètement dynamiques. Je peux rajouter des éléments à l'intérieur sans problème. Un autre élément qui est intéressant de comprendre, c'est que je peux aussi aller modifier les valeurs à l'intérieur de ces dictionnaires-là. Donc, si je reprends ce code-là, puis je viens le refaire, mais là, je mets 999. Quand j'exécute ça, ça ne m'en crée pas un nouveau, là. Ça ne me crée pas une nouvelle clé valeur. Pourquoi? Ben parce que la clé existait déjà. Et puisque la clé existait déjà, ben ça va venir remplacer la valeur. C'est comme si j'avais une liste avec déjà une case numérotée. Si la case numéro 3 elle existe déjà, ben je vais juste venir remplacer le contenu de cette case-là par ma nouvelle valeur. Donc, on a cette capacité-là avec les dictionnaires. Il y a quelques autres méthodes là, qui peuvent être intéressantes. Donc, on peut vider le dictionnaire. Ici, on peut aller chercher une valeur possiblement. Donc, si j'essaye d'aller chercher une valeur qui n'existe pas, oups, si j'essaie d'aller chercher une valeur qui n'existe pas, c'est quand je paye sur refresh qui n'est même pas par mégarde. OK. On roule, on roule, on roule. Puis là, ici, je dis go. Quand j'essaie d'exécuter ça, ça va me dire hey, j'ai essayé de chercher cette clé-là, elle n'existe pas, check tes affaires. Ben, à la place de ça, je peux utiliser une méthode. Hein, donc, les méthodes, c'est après le nom de ma variable, je peux utiliser le nom comme de la fonction. Fait que là, ici, le get, si j'utilise quelque chose qui est dans mon dictionnaire, ça va bien. Mais si j'utilise quelque chose qui n'est pas dans mon dictionnaire, ça retourne rien. Okay? Donc ici, il y a la possibilité d'avoir l'absence d'information. Okay? En Python, c'est représenté par le none. Donc là, ici, on va voir que comme plus on avance, là, plus on va comme avancer dans nos tracks de base de données puis nos tracks de programmation. Puis comme une des difficultés du cours, là, c'est de comme bien garder dans les silos les informations aux places différentes. Donc, en programmation, on peut avoir le none qui me dit j'ai rien. Mais dans mes bases de données, on a vu qu'on avait le même principe de manque d'information, d'absence d'information, mais qu'on représentait ça avec le mot nul. C'est les deux le même concept, c'est juste qu'ils n'utilisent pas le même mot parce que, je sais pas, là, on vous haït spécifiquement. Là, ça doit être ça. On regardait les différentes méthodes possibles avec les dictionnaires. Donc, on a le get, on a aussi
les keys puis les values qui vont me permettre d'aller chercher juste la liste des clés ou juste la liste des valeurs sans les clés. Donc, plus tard, quand on va vouloir, mettons, trouver des informations, ça va être des choses qui vont être intéressantes. Fait que c'est des différentes méthodes pour comme aller chercher les différentes informations à l'intérieur des dictionnaires. Parfait. Fait que ça fait le tour des dictionnaires. On va continuer avec notre première méga librairie. Okay? Donc, jusqu'à présent, on travaillait pas mal avec les fondements de Python, les fondements de la programmation. Mais là, on veut comme step up notre partie, là, puis commencer à faire de la science des données. Pour être capable de faire de la science des données, ben, il va falloir avoir des données. Puis pour avoir des données, ben, il faut être capable de manipuler ces données-là de manière facile et conviviale. Fait que nous, ce qu'on va vouloir utiliser, ça va être une librairie qui s'appelle Pandas. Okay? Donc, Pandas, qui est, si on regarde son topo, là, c'est a fast, powerful, flexible and easy to use data analysis and manipulation tool. C'est pas merveilleux, ça sonne exactement ce qu'on veut faire. Par contre, avant de commencer à regarder qu'est-ce que Pandas peut faire, puis c'est ça qu'on va faire d'ici la fin de la journée, on va aller regarder sur quoi Pandas est construit. Donc, ça dit que c'est built on top of the Python Programming Language. On est déjà à bonne place, on est déjà en train de regarder le bon langage. Mais en fait, avant d'utiliser Pandas, on va aller utiliser la librairie que lui utilise pour faire ses manipulations numériques, qui s'appelle NumPy. Okay? Donc, NumPy va me permettre de représenter des tableaux de données avec des manières de faire des opérations sur ces tableaux de données-là qui vont être faciles et conviviales. Donc, on avait jasé la dernière fois de listes qui était capable d'avoir une série d'informations. Le principe, c'est que NumPy, c'est des listes, mais sur des stéroïdes. Okay? Donc, qui va être capable de faire beaucoup plus de choses facilement, qui va être beaucoup plus convivial, puis qui va être beaucoup plus robuste, puis qui va être comme notre base sur laquelle on va pouvoir ensuite aller travailler avec Pandas. Fait que, on va aller regarder comment ça fonctionne, cette affaire-là. Fait que, on veut aller regarder comment ça marche NumPy. Fait que, le premier principe, c'est que c'est une librairie. Okay? Donc, il faut l'importer quand on veut commencer à l'utiliser. Puis, comme on avait dit quand on avait été voir les librairies, d'écrire NumPy à chaque fois, point quelque chose, c'est beaucoup trop fastidieux pour nous programmeurs. Nos pauvres petites mains ne peuvent pas subir cette atrocité. Donc, quand on va l'importer, la convention, donc si vous allez regarder n'importe quel code de ça, si vous demandez à n'importe qui, quand tu utilises NumPy, tu ne marques pas directement NumPy, mais tu l'importes puis tu la renommes en tant que NP pour NumPy. Hey. Fait que, on commence, on a ça. Habituellement, ça va être comme la première cellule, la première chose que tu fais, tu le roules une fois, c'est fait, ok? Tu as maintenant NumPy, tu es capable de l'utiliser n'importe où dans ton projet. Fait que là, je dis, ok, ben c'est le fun, mais NumPy va me permettre de représenter des tableaux. Ok? Fait que, un tableau, comment ça fonctionne? Ça va être une liste de valeurs. Puis, cette liste de valeurs-là va être numérotée. Puis, à l'intérieur, je vais pouvoir mettre différentes valeurs. Fait que ça ici, c'est des tableaux de NumPy. En anglais, ils appellent ça des arrays. OK, fait qu'on parle de arrays, c'est le principe de tableau de NumPy. Mais là, vous pourriez prendre quelques instants puis être perplexe parce que
on a la liste, on a le tableau de NumPy. Ton dessin, il se ressemble pas mal. Vous avez raison. Les tableaux de NumPy ont des fonctionnalités qui ne sont pas directement apparentes quand tu commences. En fait, il y a des avantages puis des inconvénients au tableau de NumPy. Premièrement, dans le tableau de NumPy, on va devoir spécifier le type. Donc, dans une liste, j'aurais pu avoir à l'intérieur de la liste un autre case là, qui aurait à l'intérieur du texte. Okay? Puis il n'y aurait pas eu de problème. Dans un tableau de NumPy, il faut que je spécifie c'est quoi le type du tableau, puis je ne peux pas modifier les éléments à l'intérieur après. Deuxièmement, non, ramasse tout. Deuxièmement, quand je travaille avec NumPy, je peux faire des tableaux de plusieurs dimensions. Ce que les listes ne sont pas capables de faire. Là, j'ai écrit des choses, mais je l'ai écrit dans un coin derrière ma face. Attends, on va effacer mon dictionnaire. Et on va venir parler des tableaux de NumPy ici. OK. Fait qu'il y a des types, il y a des tableaux de n dimensions. Fait que ça veut dire que je peux être capable d'avoir quelque chose là, qui va avoir des lignes et des colonnes. OK? Dans les listes, on n'est pas capable de faire ça. Ce qu'on est capable d'avoir avec les listes, c'est des listes imbriquées. Mais c'est extrêmement problématique parce qu'il n'y a pas de structure. Si tu as une liste qui est comme à moitié remplie, il n'y a pas de validation, il n'y a pas rien. Fait que ici, on va avoir des tableaux de n dimensions qui vont être rectangulaires. Fait que un peu comme les bases de données, là, le principe c'est que si j'ai plusieurs dimensions, ça m'assure que si j'ai 5 colonnes, quelque part, j'ai 5 colonnes pour chacune de mes lignes, OK, à travers tout mon tableau. Autre différence avec NumPy, ça va être que les opérations matricielles sont supportées de manière facile et conviviale. Qu'est-ce que des opérations matricielles? Ben, le principe, c'est que quand j'ai un tableau de plusieurs dimensions, là, okay, habituellement, quand j'ai un tableau de 2 dimensions, j'appelle ça une matrice. Okay? C'est le nom officiel d'un tableau de 2 dimensions. Fait que si je vais être capable, mettons, d'ajouter une valeur à toutes les cases, okay? Ou être capable de trouver c'est quoi les cases qui sont plus grandes que 30. Okay? Ce genre d'opération-là, c'est extrêmement fastidieux à faire avec des listes. Puis avec NumPy, on va voir qu'il y a des méthodes prédéfinies pour facilement faire ces opérations-là. Fait que le principe, c'est que NumPy me donne une structure de données qui va être plus compatible avec ce que nous, on veut faire en sciences des données. Où c'est qu'on va avoir des tableaux d'informations, okay, qui me permettent de travailler avec ça. Fait que si on regarde un peu comment travailler avec ces tableaux-là, si je regarde, j'ai une fonction qui est dans ma librairie, NP, puis là, je peux créer des tableaux. On est encore sur ton dessin. Bon point, merci. Faut me garder à l'œil, j'aime ça. Donc, on a ici le NP Array. Donc, NP, hein, c'est le nom de la librairie.
Donc, array, c'est le nom de la fonction de cette librairie-là qui me permet de construire des tableaux de NumPy. Fait que ici, je donne une liste, parce que j'utilise des crochets carrés, puis lui, il va le convertir en tableau de NumPy. OK, fait que si je regarde dans mes variables, je peux regarder ici que A, c'est ce qu'on appelle un ND array, donc un tableau de N dimensions, qui a une taille de 6 valeurs. OK? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis après ça, j'ai un deuxième tableau qui va avoir plusieurs lignes. Hein? Donc, lui, quand je le regarde, il a une taille de 3, 4. Donc, quand on travaille avec des matrices, c'est toujours en ligne-colonne. OK, faire attention, là. Ça commence en haut à gauche. Fait ici, j'ai 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, et ainsi de suite. Fait que, dépendamment de comment je veux l'utiliser, ben, si j'essaie d'aller chercher, mettons, la première information, c'est cette information-là. Mais si, mettons, dans mon tableau de 2 dimensions, j'essaie d'aller chercher la première information, ben, ça sélectionne la première ligne au complet. Il existe différentes fonctions qui me permettent de créer des tableaux autres que purement de manière manuelle. Donc, j'ai des fonctions qui me permettent d'initialiser toutes les valeurs à 0, des valeurs avec 1, le range, hein, qui me permet de faire une séquence. On peut même avoir, comme exemple, linear spacing. Donc, ça me fait un tableau qui a à l'intérieur, j'ai dit, je veux que tu ailles de 0 à 10. Fait qu'on voit ici que je vais de 0 à 10. Puis j'ai dit, je veux 5 valeurs dedans. Arrange-toi avec le reste. Fait que tu peux voir ici, il fait comme, ben là, s'il faut que j'aille de 0 à 10, puis que j'ai 5 valeurs, ben ça va être 0, 2.5, 5, 7.5, 10, pour que ça soit espacé de manière linéaire. Okay? Avec la même distance entre chacun des éléments. Et comment je fais pour savoir comment ça fonctionne, cette affaire-là? Ben, premièrement, à l'intérieur même de Google Colab, si tu hover par-dessus la fonction, ça va te donner, okay, des exemples avec la documentation, puis tu peux l'ouvrir même sur le côté. Puis, évidemment, il y a aussi la documentation officielle. Donc, si je m'en vais dans la documentation de NumPy, puis là, je marque linspace, je peux voir la documentation officielle. Puis là, je peux voir, c'est numpy.linspace, c'est ça que moi j'ai fait. np.linspace, moi j'ai pas marqué NumPy parce que j'ai importé la librairie avec un nom abrégé. Puis, je peux voir ici la liste des différents paramètres. Fait qu'on peut voir ici les premiers paramètres, ça c'est les paramètres que je dois écrire. Puis là, après ça, on a les paramètres nommés qu'on avait vus préalablement. Hein? Donc, ils ont des valeurs par défaut, mais si moi, je veux changer quelque chose, c'est à moi de venir changer ces éléments-là. Puis là, si je veux savoir c'est quoi ces différents paramètres-là, ben, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans la liste de paramètres, puis je peux voir qu'est-ce que chacun de ces paramètres-là fait. Habituellement aussi, il y a tout le temps des exemples de base pour voir, ben, qu'est-ce que je suis supposé m'attendre avec cette fonction-là, là? Donc, je peux voir ici le 2, 3, num 5, fait que ça va de 2 à 3, puis ça a 5 valeurs. Donc, il y a un espacement automatique de 0.25 entre chacun qui s'est créé. C'est lui qui a décidé ça automatiquement. Parfait. Avec ces structures-là, on a un paquet de méthodes, on a un paquet de données. Fait que si je regarde ici A.type, donc, j'ai dit que les tableaux avec NumPy doivent avoir un type de données. Puis là, le principe, c'est qu'on avait déjà parlé en Python des types de données. Hein? Number avec float, avec string, des choses comme ça. Mais là, avec NumPy, les types de données sont beaucoup plus spécifiques
parce que ça va souvent travailler avec des fichiers ou avec des sources de données externes où on veut avoir un meilleur contrôle sur les types de données possibles. Fait que si je regarde, c'est quoi? C'est les différents types possibles de NumPy. Je vais avoir ici, c'est ce que je veux. Ici. Je vais avoir un paquet de différentes options. OK? Donc, la majorité, ça va être un type que je reconnais. OK? Fait que, que je reconnais ou que je peux reconnaître facilement. Là, mettons ici, on a int pour integer. Hein? Donc, ça va être des nombres entiers. Puis, par défaut, c'est des nombres entiers signés. Hein? Signé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça peut avoir un signe, ça peut être négatif. Puis, je peux avoir des unsigned integer, hein, avec le uint, pour que ce soit des entiers non signés, juste des valeurs positives. Puis là, après ça, on a un chiffre. Puis là, on va revenir à qu'est-ce qu'on avait vu à notre premier cours, quand on avait parlé des types de données. Hein, on s'était dit, quand je sauvegarde quelque chose sur un ordinateur, derrière, il va y avoir un certain nombre de bits, hein, des 0 puis des 1, qui vont me permettre de convertir ma valeur. Puis, quand on crée une donnée, pour être capable de gérer justement le signe, des choses comme ça, il faut savoir d'avance c'est quoi la taille de notre valeur. Fait que ici, ce que ça me permet de faire, c'est de spécifier la taille de la valeur. Pourquoi est-ce que c'est important, ça? C'est parce que quand on commence à travailler avec beaucoup de données, là, OK? Admettons que je sauvegarde, OK, tous les groupes courts qui ont existé à l'université dans les 100 dernières années. Je ne sais pas quel âge Lucam, me semble que c'est pas 100 ans, là, mais on s'approche. À un moment donné, ça va être 100 ans. Puis je veux sauvegarder ce nombre-là. Avec des centaines de milliers de valeurs, si je prends quelque chose de très grand, hein, qui est capable d'avoir des milliards comme valeur, ça va prendre beaucoup plus d'espace que nécessaire. Je pourrais prendre le plus petit possible et dire, gars, celui-là, là, OK, il rentre jusqu'à 1024 comme valeur dedans. C'est correct parce que des groupes courts avec 1024 élèves, là, ça devrait jamais exister. Fait que d'être conscient de la situation puis d'être conscient de qu'est-ce qu'on est en train de travailler avec. Là, c'est pas nous qui va. Je vous demande pas de faire ça, là, mais les professionnels du domaine, c'est les choses qu'ils vont utiliser. Fait qu'ils ont les outils pour être capable de décider de ces informations-là. Fait que nous, on peut voir que quand j'ai créé, lui, il savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire. Fait qu'il a juste pris le plus gros, okay, le plus versatile. Fait qu'il a pris le int64 pour dire ça va être des entiers signés puis sur 64 bits. Okay, ça te donne le plus grand versatilité par défaut. Okay, fait que nous, on n'ira pas trop dans les détails, mais c'est ça qu'on peut lire quand on lit ça. Si on regarde, on a même principe pour les valeurs fractionnaires. OK? Puis on a d'autres éléments possibles là, derrière avec quand on a des chaînes de caractères, des choses comme ça qu'on va aller voir. Parfait. Fait que tu peux le spécifier en fait. Quand tu t'en vas ici puis que tu dis linspace, là, hein? Si on regarde le dtype, c'est quelque chose qui est spécifiable. Fait que je peux forcer que ce soit un int 8 si je veux. OK, donc si on le regarde quelque part, y a-tu un exemple? Non. Fait que ici, là, tu peux faire np.int8, là, si on le refait. On pourrait dire je veux. X, puis on va faire x.type. Fait que là, je peux voir ici que dans ma variable x, c'est maintenant le type 8. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que du fait que je l'ai transformé,
Hein, parce que là, ici, lui, il avait besoin d'avoir des valeurs fractionnaires. Là, j'ai dit non, non, non. Ça va être des entiers. On peut voir qu'il s'est conformé, là, puis il a pas bréché, mais il a fait des opérations un peu plus loufoques, là, tu sais, là. C'est pas 2.5. Il a arrondi pour que ça fonctionne du mieux qu'il peut. Avec qu'est-ce que j'ai donné. Parfait, 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 parfait. Fait que, il y a un paquet aussi de différentes méthodes que je peux utiliser sur les... voyons, on ici. Sur mes tableaux de NumPy. Ok, ici, je reprends ça, on va l'appeler C. Et mettons ici, je mets 234, puis ici, je mets 12. C'est mon tableau. Je peux avoir un paquet de différentes fonctionnalités, comme par exemple de vouloir trier mon tableau. Donc, je peux le trier, puis ça va le replacer à la place. Donc, sinon, on est capable de rajouter des éléments aussi à un tableau de NumPy de la même manière qu'on avait fait ça avec les listes. On a aussi différentes informations sur les caractéristiques. Donc, on peut avoir ici le nombre de dimensions, le nombre d'éléments, la taille du tableau. OK, donc si on regarde un exemple avec tout ça. Fait qu'on peut voir ici que ça ici, c'est un tableau de 3 dimensions. On peut voir qu'on a des lignes, des colonnes, puis des profondeurs. Là. Fait que je peux voir ici que c'est 3 lignes, 2 colonnes sur 4 profondeurs. Avec le nombre d'imbrications que j'ai faites. Fait que tu vois ici, j'ai une ligne. J'ai une ligne, à l'intérieur, il y a 4 colonnes. Puis à l'intérieur de ça, c'est une profondeur, 2 profondeurs, et ainsi de suite. Avec ça, on a aussi le nombre d'éléments. OK, 16. Fait qu'il va me compter le nombre de valeurs. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 24. Fait qu'on est capable d'aller chercher les éléments à l'intérieur de ça. On est aussi capable de faire du découpage. Donc, d'aller chercher juste des slices que je voudrais pouvoir vouloir. Donc, on a les 2 points qu'on avait vus avec les listes. Ça va être un peu le même principe avec les tableaux de NumPy. Donc, je peux aller chercher une série de cases spécifiques. Donc, je peux aller chercher juste une case. Je peux dire de 0 jusqu'à 2. Encore une fois, ça exclut la partie de droite. OK? Je peux aller chercher jusqu'à la fin. Puis, je peux même aussi utiliser de l'indexation relative. Donc, part de la fin, puis fait -2. Fait que va chercher comme les 2 dernières valeurs. Plein de choses qu'on peut faire avec ça. On a aussi, puis là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le principe d'opération arithmétique. OK? Fait que j'ai A, là. Un tableau de 2 dimensions, 3 lignes, 4 colonnes. Si je dis A plus 5, ou A plus 10, qu'est-ce qui est intéressant avec NumPy, c'est qu'il est capable de le faire sur tout le tableau de manière matricielle. Fait qu'il va être capable de le sélectionner puis de faire l'opération sur chacune des lignes. Même principe, si j'essayais de additionner un tableau de même taille, ben là, il va voir que, OK, c'est un tableau de même taille, fait que qu'est-ce que je fais là en ce moment? C'est que je vais prendre chacune des cases, puis je vais aller les chercher dans la même comme forme. Fait que je vais faire case par case. Fait que la première, là, c'est 2. Là, c'est comme un x2, là, parce que c'est le même tableau. Là.
Mais là, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de commencer à jaser de valeurs, OK, avec des conditionnels, avec des opérations relatives. Fait qu'on avait vu le principe des opérateurs de comparaison en SQL, c'est les mêmes en Python. Donc, je peux dire, est-ce que A, c'est plus grand que 10? Puis là, lui, ce qu'il va me répondre, ça va être un tableau de vrai ou faux. OK? Fait qu'on peut voir ici, c'est quoi les valeurs qui sont plus grandes que 10? Ben, c'est les deux dernières, le 11 et 12. Hein? Le 11 et 12. Mais là, qu'est-ce qui est encore plus intéressant que ça? C'est que ça ici, je peux l'utiliser comme sélection de mon tableau. Fait que ici, on va le refaire. Mettons que j'ai data. OK, je regarde data. À place, parce que tu sais, je sais que je peux aller chercher une case spécifique. C'est correct. Mais ce que je peux aussi utiliser, c'est un tableau de valeurs que je vais aller chercher. Fait que je pourrais dire, va me chercher la case 0 puis la case 2. Alors ici, je vais faire un print data en premier, juste pour qu'on puisse voir les deux un à côté de l'autre. Hein, fait que j'ai mon tableau initial, puis là, je dis, va me chercher ces numéros de cases-là spécifiques. Hein, fait que j'ai fait une liste. C'est pour ça que j'ai deux doubles crochets. Hein. La première paire de crochets, c'est pour dire, va me chercher quelque chose de spécifique. Puis là, la deuxième, c'est pour dire, va me chercher une liste d'éléments possibles. Fait que je peux aller chercher une liste d'éléments numérotés pour aller chercher juste les éléments que je veux, mais il y a une autre variante. Si je fais une liste de valeurs booléennes, il va juste aller me chercher ceux que j'ai répondu true dedans. Fait que là, si je prends cette connaissance-là et je l'applique avec ma deuxième connaissance qui me dit que je peux créer un tableau facilement avec une conditionnelle, si j'utilise cette information-là comme sélecteur, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va me retourner les valeurs qui sont plus grandes que 10. Les valeurs qui répondent à cette condition-là. Puis là, on peut commencer à faire des choses quand même assez intéressantes avec ça. Là. Parfait. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je suis pas trop sûr d'avoir compris l'histoire du data false true true. Ouais, OK. Fait que le principe, c'est que, bon, j'affiche mon tableau data. Hein, il y a 3 cases à l'intérieur, les valeurs 1, 2, 3. On avait vu que je peux aller sélectionner une case spécifique en utilisant les crochets carrés puis en donnant l'indice de ce tableau-là. Hein, fait que si je fais data crochet 1, ça va aller chercher la case 1, hein, ça c'est la case 0, ça c'est la case 1, ça c'est la case 2. Ça va chercher la case 1, ça m'affiche 2. Jusqu'à présent, je pense que ça c'est assez convivial, on est capable de suivre. Fait que là, j'ai dit, il y a d'autres manières d'aller chercher des cases. Particulièrement, je peux avoir une liste des cases numérotées que je vais aller chercher. Fait que là, je dis, oui, dans Data, je vais aller chercher des cases. Quelle case que je vais aller chercher? Je vais aller chercher la case 1 puis la case 2. Qui serait, dans ce cas-ci, la case 1 et la case 2, ces deux-là. Est-ce que jusqu'ici, ça va bien pour aller chercher les informations dedans? Je sais pas c'est qui a parlé, mais j'aurai besoin que tu reparles pour dire que ça va bien. Ouais, c'est bon. Excellent. Fait que là, il y a une troisième manière d'aller chercher quelle case que je veux aller afficher. La troisième manière, c'est aussi de faire une liste, mais ça va être une liste qui va être juste des valeurs booléennes pour chacune des cases.
Fait que là, je mets des true puis des false, puis pour chaque true et false, ça va dire est-ce que je prends la case ou pas. Fait que là, le premier, c'est est-ce que je prends la case 0? Oui. Est-ce que je prends la case 1? Non. Est-ce que je prends... Je suis pas capable d'écrire false. Est-ce que je prends la case 2? Oui. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est, il va aller prendre ce tableau-là, comme le mettre par-dessus ça, puis il va dire, OK, ben la première, OK, je la prends. La deuxième, je la prends pas. La troisième, je la prends. Puis avec ça, quand on mélange ça avec ce qu'on a vu avec notre générateur de tableau, c'est ça qui nous permet de faire quelque chose de même, là, et que ça nous donne juste les résultats qui répondent aux critères. Est-ce que c'est maintenant plus clair? Mais dans le fond, quand on va utiliser notre générateur pour dire, mettons, on veut toutes les A qui sont plus grandes que 10, Ouais. là, je suis pas sûr de comprendre le mélange, quand on va faire le mélanger avec le true false avec ça. Mm-hmm. Parce que si je fais juste A plus grand que 10, là, ça me donne un tableau qui va avoir appliqué cette condition-là sur chacune des cases. Est-ce que 1, c'est plus grand que 10? Non. Est-ce que 2, c'est plus grand que 10? Non. Est-ce que 3, c'est plus grand que 10? Non. Là, moi, ce que je dis, c'est que si je prends A, puis que là, je fais un tableau, là, puis je prends ce résultat-là, là, hein, c'est la même chose que j'ai fait ici, là, mais avec juste avec plus de plus de valeur. Là, ici, il ne m'aime pas parce que c'est un tableau de multiples dimensions, là, mais... Ok, ici, ouais, je je comprends. pourrais dire NP... Fait que je me suis créé le tableau, puis là, je l'utilise. Fait que ça, c'est le même principe que qu'est-ce que je viens de faire ici. C'est juste qu'à la place de devoir l'écrire manuellement, je utilise l'opération qui me le génère, et je peux donc utiliser directement l'opération à l'intérieur. Ok, parfait. Merci. Excellente question, là, c'est effectivement... là, c'est toute la force de NumPy est là, là, fait que c'est normal que ça vient chercher des éléments un petit peu plus comme rough. Super! Fait que on est prête pour prendre notre prochaine pause. En revenant de la pause, on va aller voir notre librairie de Pandas. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle mange le matin? Puis qu'est-ce qu'elle peut nous donner? Mais avant ça, j'ai une question de Stéphane. Oui, tantôt, quand tu as été sur Panda, j'ai vu que c'était. Tu avais une option pour le télécharger ou de Oui. l'installer. Oui. Est-ce qu'il va falloir le faire sur nos postes de travail? Aucunement. Donc, toute la joie de Google Colab, c'est justement d'avoir un environnement de Python qui a déjà toutes ces librairies-là de préconfigurées et de prédisponibles dans un environnement infonuagique. Fait que, de la même manière que j'ai pas rien installé pour NumPy, même si quand je m'en vais sur Bon, tu fais le juste coller site, ta librairie. eux autres aussi, ils ont un Python download. C'est directement intégré. C'est ça la force de Google Colab puis des environnements infonuagiques de Notebook. Parfait, merci. Fait que on se prend une petite pause. On revient à 30, mettons. Fait que retour 11h30. À tout de suite, tout le monde. Donc, rebonjour tout le monde. On venait de voir notre structure de données de base qui était NumPy, donc qui me permettait de faire des tableaux puis de faire des opérations matricielles sur ces tableaux-là. Donc, une étape plus loin, on va utiliser NumPy, Pandas, qui est vraiment notre couteau suisse là, de l'analyse de données en sciences des données. Donc, on va aller regarder un peu c'est quoi les concepts derrière cette librairie-là.
puis aussi c'est quoi les différentes utilisations qu'on va pouvoir faire pour que ça devienne un tremplin pour la manipulation de données, l'exploitation de données, puis ultimement d'être capable de lire des données externes. Donc, d'être capable de lire un fichier Excel, un fichier CSV, une base de données, puis d'être capable de faire ces manipulations-là à l'interne. Fait qu'on va aller voir dans la documentation officielle. On a ici quelques petits Getting Started Guide là, qui sont assez intéressants pour un peu comprendre les différents concepts qui sont derrière Pandas. Fait que on va aller regarder ici le principe du data frame. Fait que là, ici, ce qu'on a, là, c'est une documentation qui est en fait un notebook. Okay? C'est juste que le notebook qui est comme juste déjà exécuté, mais on peut voir ici le principe derrière, là, ça reste qu'est-ce que nous, on a vu, là. On pourrait télécharger ça comme notebook, puis comme le jouer avec, puis commencer à l'exécuter de notre côté, là. Fait que le principe, c'est qu'il va y avoir des parties de texte, des parties d'image, puis il va y avoir des parties d'exécution où on va pouvoir voir c'est quoi le résultat. Fait que j'aurai pas besoin de comme le copier-coller, là, c'est directement qu'est-ce que nous, on va avoir à l'intérieur. Fait qu'on veut utiliser Pandas. Pour être capable d'utiliser Pandas, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir l'importation de la librairie, donc on la met habituellement au-dessus avec les autres importations. Encore une fois, on ne veut pas avoir à écrire Pandas à chaque fois, donc on va avoir ici l'abréviation de Pandas qui va être le PD. Donc on va avoir pandas.quelque chose pour créer toutes les structures de données qu'on va vouloir avoir à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de Pandas, comment est-ce qu'on va travailler? Ça va être avec un nouveau concept, là, où on fait une réimplémentation d'un concept qu'on connaît déjà, qui va être le data frame. Donc, le principe du data frame, c'est très semblable à ce que nous, on a vu du côté des bases de données avec les tables. Donc, le principe du data frame, ça va être une structure de données, okay, à 2 dimensions habituellement, où on va avoir différentes colonnes qui vont être différentes informations, puis on va avoir différentes lignes qui vont être des amalgames de colonnes pour représenter un enregistrement, une donnée spécifique. Puis, en plus de juste être les données, dans le data frame, comme avec la table, il va y avoir les données environnantes, les métadonnées. Donc, je vais pouvoir avoir des noms sur chacune des colonnes. Puis aussi, il va y avoir le principe d'éléments identifiants. Comme on avait des clés primaires dans les tables avec nos bases de données, on va avoir ce qu'on appelle des index avec les data frames pour avoir une information qui est identifiante. Fait que ici, on a un exemple d'un data frame. Donc, je peux utiliser la fonction de ma librairie, okay, de la même manière que j'avais np.array. Là, j'ai pandas.dataframe. Puis, le data frame, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne un dictionnaire. OK? Fait que je lui donne un dictionnaire, puis je vais avoir une clé, puis comme valeur, je peux mettre comme des listes d'informations. Là, c'est une version comme manuelle. Là. Ultimement, nous autres, on va aller chercher des informations qui vont être plus automatisées, là, de sources de données. Mais là, on a notre trousse à outils est vide, fait qu'il faut commencer de manière manuelle. Par convention, okay, souvent, on va utiliser le terme DF pour être capable de représenter un data frame, hein, DF pour data frame. Donc, souvent, quand on va regarder les exemples, le nom de la variable par défaut, ça va être DF pour le data frame. Fait que je crée ce data frame-là, donc j'ai 3 différentes informations. Puis, pour chacune des informations, j'ai 3 valeurs. Fait que là, lui est capable de prendre ça, puis de me transformer ça
en data frame. Fait que je peux voir ici que j'ai les données qui sont là, hein, les données réelles, puis j'ai des métadonnées autour de ces informations-là. Donc, j'ai ici un data frame avec 3 différentes colonnes de données. Une première colonne qui est le nom, l'âge et le sexe. Et à l'intérieur, j'ai des valeurs. Et pour chacune de ces lignes-là, j'ai eu un index qui a été créé pour être capable d'identifier cette ligne-là dans mon data frame. Mais le principe, c'est que là, ça a créé un index qui était numérique, là, mais ça pourrait être un index qui est textuel, ça pourrait être un index qui est une date, tant que c'est identifiant. Fait qu'on a ce principe-là de j'ai un data frame, j'ai plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Puis là, pour bien comprendre, puis ça fait... on a les éléments à l'intérieur, OK? Fait que, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre? C'est que chaque colonne dans le data frame est ce qu'on appelle une série. Okay? Donc, il y a 2 concepts nouveaux là, avec les pandas. Il y a le principe de data frame, qui est comme notre structure globale qui va tout contenir. Puis notre structure globale, c'est en fait plusieurs structures individuelles qui vont être des séries. Donc, le principe de série, c'est que c'est une colonne de données avec les indices, les index. Fait que si on regarde de notre exemple, j'ai mon data frame, okay, il y a 3 colonnes. Je peux sélectionner une seule colonne. Comment je fais pour sélectionner une seule colonne? Ben, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vais utiliser la même syntaxe, la même nomenclature que pour tout le reste des choses qu'on a vues. Là. Pour accéder à quelque chose, en Python, qu'est-ce qu'on fait? On part de la structure initiale. On utilise des crochets carrés. Puis, on va aller chercher la ligne, colonne, nom de colonne que je vais aller chercher. Fait que je peux utiliser ce qu'on appelle le column label. Puis, être capable de dire, ben là, je vais aller comme prendre cette tranche-là, puis la sortir de mon data frame. Puis, ça devient donc la série de valeurs. Mais, avec n'importe quelle tranche de data frame, avec n'importe quelle série, j'ai quand même les index qui viennent avec. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette série-là, c'est en fait derrière là, un tableau de NumPy. Okay, c'est pour ça qu'on a jasé avec les tableaux. Puis on peut voir ici le même principe de type de données déjà spécifié. Okay, il faut que ça soit rectangulaire. Tous ces genres de règles-là restent en jeu. Fait que je peux créer des séries de manière comme tout seul, là, c'est correct. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'avec NumPy, on a... attends, si je m'en vais ici dans NumPy, puis là je m'en vais ici, puis là je fais... j'ai ici, si je cherche... Non. Et voilà. Pourquoi j'ai marqué mine tantôt puis tu le trouvais pas? OK. Donc, avec NumPy, on a les fonctions d'agrégation qui sont disponibles. OK, donc min, max, sum, la moyenne, la déviation standard, l'écart type. Donc, on a tous ces éléments-là qui sont disponibles. Fait que si c'est dans NumPy, c'est que c'est dans Pandas aussi. Donc, je suis capable d'aller sélectionner une série, puis d'aller lui chercher une valeur qui est une valeur d'agrégation. Avec le maximum, la somme, la moyenne, des choses comme ça. En fait, si on veut aller chercher des informations comme génériques,
on peut utiliser une méthode sur le data frame, donc une fonction déjà préfaite qui est attachée à la variable, qui s'appelle describe. Puis le describe, lui, va automatiquement prendre toutes les valeurs, les colonnes numériques, puis va te sortir toutes les choses possibles que tu pourrais vouloir savoir avec. Il y en a combien? C'est quoi la moyenne? C'est quoi l'écart type? Le maximum? Le minimum? Les différents paliers de la mode? Des choses comme ça. Donc, on a tous ces éléments-là directement avec le describe. Puis, le principe du describe, c'est que ça va chercher toutes ces différentes valeurs-là à l'intérieur. OK? Donc, count, mean, standard, min, max, et ainsi de suite. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Fait qu'on est capable de travailler avec Pandas pour aller chercher différents éléments. On va voir qu'on va pouvoir faire plein de choses avec Pandas. Comme ici, là, c'est un peu le restant de notre session là, qui est résumé en une demi-page. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir aller les réécrire de sources externes. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. On va voir comment faire de la visualisation avec Pandas. C'est ça qu'on va faire après l'examen intra. Mais nous, on peut voir comment aller gérer des statistiques. Fait que là, c'est quelque chose qui va nous être utile. OK? Fait que le principe d'agrégation, hein, c'est des choses qui sont disponibles. Puis là, je peux voir que j'ai les fonctions d'agrégation, mais en plus de ça, ce petit dessin-là, là, on l'a vu aujourd'hui, là. C'est notre group by. Hein? Ben, on est capable aussi de faire le group by avec les data frames. OK? Donc là, ici, qu'est-ce qui est intéressant, là, c'est que les différents concepts qu'on a vus du point de vue de la base de données se transfèrent quand on travaille avec Pandas. Même principe, si on continue avec... on prend les concepts de base de données puis on veut les agencer. Je veux être capable de faire des joins comme si c'était des databases. Hey, ça tombe-tu pas bien si on vient de voir ça matin? On va voir comment le faire avec les data frames de Pandas. Fait ici... Donc, on est capable de faire différentes manipulations pour être capable de gérer ça. Donc, on peut faire de la concaténation. Donc, de la concaténation, c'est une version plus basique là, de combination d'informations. C'est vraiment de coller une partie avec un autre, OK, puis ça me donne un tout. Donc, habituellement, c'est quand j'ai deux sources qui ont les mêmes types d'informations, les mêmes colonnes, puis que je veux juste que ça devienne une méga data frame, je peux faire de la concaténation. Fait que là, on a le concatenate, c'est intéressant. Mais moi, ce que je veux, c'est plus faire des jointures. Hein? Donc, j'ai deux tables différentes. Les deux tables ont une colonne de clés communes. Puis, moi, je vais être capable de rejoindre ces deux tables-là pour avoir les informations qui sont reliées aux deux tables ensemble. Okay, ce qu'on vient de voir avec les jointures de ce matin. Là. Donc, pour être capable de faire ça, on va avoir la fonction merge. Donc, pour être capable de faire des jointures dans nos data frames, ça va être le principe du merge qui va nous permettre de faire ça. Donc, le merge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les deux data frames initiales, comme si c'était mes deux tables. Puis là, je vais décider c'est quoi les fonctionnalités du merge. Okay? Par défaut, il va essayer de faire la chose la plus intelligente possible. Fait que si, admettons, on revient dans notre exemple, je vais donner un exemple qui est celui-là qui est dans les notes de cours.
que on exécute notre importation pour que ça soit disponible. On copie l'exemple des notes de cours. Fait qu'ici, je me fais 2 data frames. OK? Fait que je peux voir que j'ai un premier data frame avec des employés, puis ils sont dans un groupe quelconque. Puis le deuxième, j'ai la liste des employés encore, puis leur date d'embauche. Là ici, le numéro de l'employé est pas comme... L'information identifiante en ce moment, c'est le nom de l'employé. Là. Je pourrais avoir un numéro d'employé pour que ça soit plus robuste, là, mais c'est juste pour démontrer comment le merge fonctionne. Fait que j'ai mes 2 éléments. Encore une fois, j'ai utilisé des dictionnaires juste pour représenter les informations. Puis là, je fais juste dire, gars, prends les 2, là, puis fais un merge. Décide qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Fait que si je regarde le résultat de ça, je peux voir que lui a vu qu'il y avait 2 colonnes qui avaient le même nom. Puis, il a donc décidé que c'était ça la bonne idée pour être capable de faire le merge. Fait que, contrairement au inner join de base de données, le merge est comme plus aware. Là. Il est plus contextuellement présent pour prendre des décisions faciles pour toi. Mais, si c'est pas le cas, si le contexte n'est pas automatiquement identifiable, on a quand même, dans le merge, toutes les options possibles pour voir qu'est-ce que je pourrais vouloir faire. Fait que, premièrement, j'ai mes 2 data frames que je veux merger ensemble. Ça va bien. Puis après ça, j'ai une série de différents paramètres nommés pour configurer comment je veux faire le merge. Première, c'est quel type de merge que je veux faire. Par défaut, c'est un inner merge, un inner join. Hey, Calvin, on a déjà vu ça, nous autres, là, on est des pros, on sait ce que ça veut dire. Puis, si je regarde les listes, j'ai le left, le right, le outer ou le inner. J'ai aussi le cross, là, qui est un produit cartésien des affaires. Ça, tu veux jamais ça, c'est pas quelque chose qui va nous être jamais utile, là, fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Mais on a les différents types de merge possibles. Ensuite, je peux décider sur quelle colonne je veux le faire. Parce que des fois, je vais avoir peut-être 2 colonnes qui ont le même nom. Hein, donc, 2 colonnes de chaque barre qui ont le même nom. Fait que là, c'est comme laquelle que je choisis. S'il ne sait pas, il ne prendra pas la décision pour toi, il va te le demander. Fait que je peux dire sur quelle colonne je veux le faire. Là, dans ce cas-là, il faut que les 2 colonnes soient... que la colonne... attends. Pardon. Faut que les 2 data frames aient une colonne de même nom que je peux identifier avec le nom. T'sais. Fait que là, je peux utiliser le on. Mais admettons que j'ai 2 data frames. Les 2 ont des colonnes différentes, mais je sais que c'est le même. C'est juste que je l'ai renommé pour mieux représenter l'information, des choses comme ça. Ben, j'ai d'autres options avec le left on, right on pour dire, ben, à gauche, prends cette colonne-là. Hein, sur le data frame de gauche, prends cette colonne-là. Sur le data frame de droite, prends cette colonne-là. Puis, fais les jointures à partir de ça. Ou sinon, des fois, peut-être que ça va être les index qui vont être les informations identifiantes sur lesquelles je veux faire les jointures. Est-ce que je veux trier après? Donc, il y a plein de petites affaires que tu peux faire. Encore une fois, il y a des exemples avec les différentes variations que tu peux aller voir pour mieux voir c'est quoi les possibilités. Mais on peut voir que on a encore une fois toutes les options des bases de données, mais avec des data frames. Puis là, une fois que j'ai ces éléments-là, je vais aussi pouvoir faire les fonctions de mathématiques, de statistiques, de modification. Puis là, on commence à avoir des choses intéressantes pour travailler avec des problèmes un peu plus réels. Fait qu'ici, on a un exemple où c'est que j'ai 2 data frames, mais je veux juste un left join. Donc, je peux dire un left join, puis je veux le faire sur la location. Donc, je peux faire le left on location, puis là, ça va me donner le merge des 2 ensemble. Excellent. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Un point intéressant, il
il y a la possibilité de travailler avec des dates quand on travaille avec les data frames. Donc, il y a des options de date time qu'on va voir un petit peu plus loin, là, mais comme ça se peut que vous voyez ça passer dans différents sets de données, là, je veux juste vous dire que c'est un des types possibles que NumPy gère de manière intrinsèque. Fait que c'est des choses qui sont intéressantes. Excellent. Super. Fait que ça fait le tour des choses que je voulais vous jaser aujourd'hui. Comme d'habitude, on a un atelier avec différentes fonctionnalités sur NumPy et Pandas, sur lequel vous allez avoir un atelier demain. La semaine prochaine, on va aller regarder comment siphonner des données de sources de données externes. Fait que ça soit des sites web, que ça soit des fichiers, que ça soit des bases de données. Comment est-ce qu'on peut amener ça dans notre environnement de programmation pour être capable de faire des manipulations, trouver des choses. Puis avec ça, ça va nous permettre de commencer le premier travail pratique. Donc, on va en jaser au prochain cours. Ça va être un travail qui va se faire en équipe de 2 ou 3 personnes, qui va se faire sur 3-4 cours jusqu'à l'examen. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Pas grand-chose parce qu'on va en jaser au prochain cours. C'est quoi? Il est où? On va le regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on s'attend de vous à l'intérieur de ce travail-là? Ce serait tout pour nous pour aujourd'hui. On se revoit mardi pour notre prochain cours d'INF 5111. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir.